Alors bonjour, une vidéo un peu technique sur un jeu de données qui va avoir une forme de chameau, c'est-à-dire avec deux bosses. Euh, alors, il est issu d'un jeu de données qui est natif dans... Enfin, j'aurais pu le faire à partir d'un jeu de données qui est natif dans R, qui est lui, mais je m'en suis inspiré seulement. J'ai écrit mon propre jeu de données. Et donc, voilà, il y a des éruptions d'un geyser. Et puis parfois, il y a des intervalles courts entre deux éruptions. Par exemple, s'il y a une petite éruption, le réservoir n'est pas trop vide, donc tant qu'il soit rempli, il y a un intervalle court avec la prochaine éruption. Et si le réservoir se vide complètement, donc après, je ne connais pas la mécanique de la chose, hein, mais à ce moment-là, il y a plus de temps. Alors évidemment, c'est pas régulier, c'est approximatif, ces durées-là. Voilà. Et alors, donc là, tout est expliqué, là, vous pouvez faire pause pour lire. Et donc, on appelle Xn le temps entre deux éruptions successives. Voilà, et on a un jeu de données qui contient des réalisations, c'est-à-dire donc des valeurs effectives mesurées. Et on va en faire l'étude. Alors, il est demandé ici de tracer l'histogramme, bon, voilà, et puis de voir quelle loi ça suit. Et puis après, de tenter une loi normale. Donc évidemment, un dromadaire ne rentre pas sur un chameau, sur le profil d'un chameau. Alors ensuite, on utilise la fonction de densité pour avoir la courbe des deux bosses, là. Et puis, on va voir où c'est qu'il y a les deux maximums. Donc, on va expliquer ce bout de code là qui était donné dans l'énoncé. Et puis, une fois qu'on a les deux codes, on va diviser en deux la série, à gauche et à droite. Donc, 70, ça paraît pas mal hein, pour séparer la série en deux, vous allez voir sur les données. Et on va trouver qu'en fait, il y a une petite loi normale, entre guillemets, hein, avec un sommet plus petit et une grande loi normale qui sont ajoutées. Et ensuite, eh ben, on va construire euh, un vecteur fictif correspondant à ces deux lois normales. Et on va tracer sa courbe et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors c'est parti. Donc on va partir dans le code. Donc d'abord on va importer et voir un peu ces fichiers à quoi ils ressemblent. Donc on est là et donc la première chose que je fais c'est que j'efface tout. Donc j'attends le début de la vidéo pour le faire, hein, pour essayer de vous donner l'impulsion pour faire ça. Donc j'importe, je vérifie qu'il apparaît là, 10 000 observations de deux variables. Très bien. Quelles sont ces deux variables? Puisqu'il est censé y avoir qu'une seule variable. Donc comme d'habitude, quand un fichier est créé de manière extérieure, artificielle, on est un peu dans un contexte artificiel, là, il y a une colonne vide. Donc voilà, donc j'ai mis ça que pour les personnes qui ne sauraient plus trop ce que veut dire data frame, hein. Donc fictif, c'est un data frame, c'est-à-dire c'est un tableau avec des colonnes de même longueur. Et puis j'extrais juste de la colonne petit x, donc celle-là. Et à ce moment-là, ici, fictif est un vecteur. Donc, je rappelle que le type en R d'un vecteur contenant que des données de même type, hein, c'est le type de ces données. Donc, un vecteur de nombre, c'est-à-dire numérique, a une classe en tant que vecteur de numérique. Voilà. Donc, R, quand il a un vecteur, c'est juste un nombre qui va gérer plusieurs fois de suite. Il n'y a pas de classe vecteur span list comme en Python, quoi. Donc, voilà mon jeu de données. Donc on a dit que ça tournait beaucoup autour de 100 ou 50, et on le voit ici, donc il y a du 50, il y a du 100. Bon, il y a après des trucs entre les deux, évidemment, on est dans le hasard. Alors on va tracer l'histogramme, et donc on voit ici que bah, il y a deux bosses. Voilà, alors on va essayer de tracer une courbe normale, évidemment, ça ne donne rien. On va récupérer density, c'est-à-dire, si vous voulez, density, c'est en quelque sorte la courbe des sommets des barres, là. Qu'on peut tracer avec lines. Donc, je rappelle que lines, ça permet de tracer une courbe par-dessus le graphique existant. Donc, on voit que voilà, hein, le mot-clé density a joué son rôle. Alors, à tout hasard, on regarde qu'est-ce que c'est comme classe. Densité, c'est pas une fonction, c'est un objet qui contient beaucoup de choses. Vous pouvez regarder ce que ça contient avec str. Vous pouvez aussi ne pas vous intéresser à comment est fait l'objet densité, hein. Vous savez juste que vous pouvez tracer sa courbe, et puis peut-être ça peut suffire. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder diff de signe de diff. Alors, ça paraît compliqué, ça, diff de signe de diff. Alors, regardons. Densité de Y. Donc, Y, c'est les ordonnées, en quelque sorte, des points qui sont là, hein. Vous voyez que cette courbe, en fait, c'est pas une courbe définie par une expression, évidemment, puisque l'ordinateur ne va pas calculer l'expression de la courbe.
c'est une courbe définie par les points. Donc, on part de 5,33 et on monte de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers à peu près, hein, 0,33 à chaque fois. Donc, on part de 5, qui doit être à peu près par là, et on va aller jusqu'à 150. Hein. Vous pouvez le vérifier, ça c'est dans le vecteur X de danse, vous voyez. Donc, vous pouvez le vérifier en faisant head de danse $X. Donc là, vous voyez que vous partez de ça, et maintenant vous faites tail, la queue, pour voir un peu les dernières valeurs, et vous voyez que ça monte à 73, donc à peu près tout ce que contient la courbe rouge, là, je ne sais pas, de 5 à 170. Voilà. Et donc, c'est dans les X, ici, qu'on a les abscisses, et dans les Y, on a les ordres. Et nous, on va vouloir déterminer quand c'est qu'il y a les maximums. Donc, vous savez depuis le lycée hein, qu'un maximum, c'est quand la fonction croît, puis s'arrête de croître et redécroît. Donc, on regarde les signes de la dérivée, vous savez, visuellement au lycée. Donc ici, la dérivée, ça va être la dérivée discrète, en quelque sorte, ça va être diff. Donc, diff, c'est quoi? Donc, je vais expliquer ce que c'est diff. Donc, je vais créer un vecteur fictif qui contient 1, 4, 6, 10. Et puis là, je vais redescendre, 7, 6, 5, 4. Voilà, x. Donc, et maintenant, je vais faire diff de x. Et donc, diff de x, ça vous donne la différence entre le terme suivant et le terme précédent. Donc, c'est pour ça qu'il a un élément de moins, ce diff. Donc, si ça, c'est xn, ben, si ça, c'est dn, ben, dn, c'est xn plus 1 moins xn. Donc, 4 moins 1, 3, 6 moins 4, 2. Bon. Alors maintenant, on va décortiquer. Donc, on fait signe de diff. Donc, signe de diff de... Donc, signe de diff de x, dans mon exemple, et bien, simplement, au lieu de savoir de combien ça monte, là, ça monte de 3, je veux savoir si ça monte ou si ça descend. Donc, à la place de 3, il va mettre 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1. Donc, signe, c'est un opérateur qui transforme un nombre positif en 1 et un nombre négatif en moins 1. Donc, voilà, 1, 1, 1, moins 1, etc. S'il y avait deux valeurs égales, ça ferait 0. Alors maintenant, je veux savoir quand c'est que ça cesse de monter pour descendre. C'est où que ça cesse de monter? Ben, c'est entre ces deux-là. C'est entre ces deux points qu'on a un maximum. Puisque là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, là, ça descend. Donc, comment savoir où c'est? Ben, je vais faire diff de ça, maintenant. Donc, je vais reprendre celui-là, je mets une parenthèse à la fin, je fais diff de ça. Et bien, tout simplement, là, ici, en cet endroit, ça va faire combien? 0, vous voyez? 1 moins 1, 0. Et donc, là, ça va faire moins 2, et là, ça va faire 2. Donc, vous devinez que le diff de signe de diff, là où il fait moins 2, on va considérer qu'on a un maximum. Alors, on pourrait se demander si le maximum, il est au rang avant, au rang après, ou là, bon, peu importe, là, on a beaucoup de valeurs. Donc là, je vais récupérer dans le vecteur x, je rappelle, le vecteur x, c'était le vecteur de toutes les abscisses possibles des points rouges, hein. Je vais récupérer seulement les abscisses où diff de signe vaut moins 2, donc où j'ai un max. Donc ça, c'est les abscisses, et je vais tracer ces points. Donc je vais tracer les points avec ces abscisses. Donc ça, pix, là, c'est le vecteur x, donc les abscisses d'indice ça, donc là où il y a un moins 2. Et de même, je prends les y d'indice ça, là où il y a un moins 2. J'aurais pu écrire quelque chose de plus symétrique. Hein. Voilà. Et donc après, je vais tracer mes points. Donc allons-y, c'est parti. Donc là, on a fait nos courbes. Donc on fait cette histoire de densité. Densité. Alors, je regarde que densité, c'est un nouvel objet qui arrive, hein, qui est présenté comme un data. Je trace... donc ça, on a déjà fait en rouge, voilà. La classe, on a déjà fait. Donc là, j'ai diffsign qui apparaît. Donc c'est num, hein, c'est-à-dire c'est numérique, c'est un vecteur de nombre. Alors, il y a beaucoup de zéros au début dans diffsign, parce que au début, on est dans le cas où les zéros, là, c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte, ça fait que des 1. Et il y en a beaucoup parce que le pas est très petit, vous voyez, 0,33. Donc il y a beaucoup, beaucoup de zéros si vous regardez. Et puis après, à un moment donné, ça va faire ça. Donc voilà, on trace, on met pix là. Donc on trace les. Donc il n'y en a que 3, les vecteurs maximum. Donc on les place. Et on voit qu'il y en a un qui est un peu artificiel parce que là, bon, les données sont tellement petites et on ne va pas en tenir compte. Et on a nos deux pics. Donc on va les afficher pour voir combien ils font, mais on les a sur l'écran, hein, 49,8, 101,4. Voilà. Alors maintenant, on va séparer en deux. Alors on a mis en 70. Ça correspondrait, on pourrait faire d'ailleurs, on pourrait afficher où c'est qu'il y a le minimum. Donc le minimum, c'est quand ici on a plus 2. Vous voyez. Donc j'affiche les abscisses x pour lesquelles le signe vaut plus 2.
et il me dit 66. Voilà. Bon, alors, donc ça, c'est 66, et pour l'énoncé, on est arrondi à 70. Donc, on va diviser notre série qui s'appelle fictif. Elle s'appelle fictif parce que ce n'est pas des données réelles issues du package intégré naturellement qui s'appelle Odd Faithful. C'est des données que j'ai recréées pour faire un énoncé simple et compréhensible. Simple, c'est pas facile, mais voilà. Et alors, du coup, là, je crée fictif inférieur à 70. Et donc, F gauche, il est ici, j'ai 2408 éléments. Donc, j'affiche du coup la moyenne et l'écart type. Donc, vous savez que dans R, vous ne pouvez pas faire print plusieurs choses, il faut faire print paste. Alors, voilà. Et pareil pour les autres à droite. Alors, je remarque qu'à droite, j'ai 7912 valeurs, et si j'ajoute ça plus ça, hein, ça fait 10 000, c'est-à-dire le nombre de valeurs totales de fictifs. Et donc, j'ai mes moyennes, donc 50,6 et 100,7. Bon. Alors après, il fallait bien dans l'énoncé proposer des valeurs, aussi parce que tout le monde n'est peut-être pas arrivé jusque-là, il faut que vous puissiez continuer, c'est le principe d'un énoncé. Donc, on part de 50 et 10, et 101 et 14. Hein. Je n'ai pas bien vérifié les écarts types, 10, 14, voilà. Et donc maintenant, l'enjeu, ça va être de reconstruire cette courbe rouge par une construction de données fictives. C'est-à-dire que vous allez un peu rentrer dans comment j'ai construit les données qui sont là. Donc on va simuler deux vecteurs qui vérifient ça, et on va créer ce vecteur-là. Et ça va être très intéressant. Alors allons-y. Du coup, on va dans le B là. Donc maintenant, je vais créer... alors j'ai rentré tout un tas de données, donc mu1, mu2, vous voyez. Donc P, j'aurais pas dû le mettre ici parce que je vous spoil en fait. En disant P, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je n'ai pas du tout besoin de P. Bon, on va faire avec. Donc j'ai mis 10 000, toujours 10 000 valeurs. Donc j'ai mes valeurs mu, SD, tout ça. Donc ça, c'est une répartition A. Donc je vois A qui apparaît ici. Donc c'est 10 000 valeurs tirées au hasard, hein, avec la loi normale de paramètres mu1 et S1. Donc si je trace l'histogramme du vecteur A, je vais avoir quelque chose comme ça en fait. Et l'histogramme du vecteur B. Voilà. Et alors, maintenant, l'enjeu, si vous voulez, c'est on ne va pas prendre l'histogramme obtenu ici et l'histogramme obtenu là, que je n'ai pas tracé encore, qui correspond aux valeurs de A et B. Hein. On ne va pas les tracer et en faire la moyenne, genre les ajouter divisé par 2, parce qu'il y a un pourcentage. Vous voyez que celui-là, il a l'air de prendre un peu plus de place que celui-là. Alors, on va utiliser cette instruction-là, qui peut paraître un peu mystérieuse, et vous devriez prendre le temps de réfléchir avant que je ne donne la réponse, donc genre en faisant pause. Alors, du coup, ici, je trace, je construis un vecteur random, hein, de répartition uniforme à n éléments, donc 10 000 toujours, et je ne précise pas en intervalle de combien à combien il va, donc par défaut, c'est 0,1. Donc, je construis des nombres entre 0 et 1 tirés aléatoirement, j'appelle θ ce vecteur. Donc, vous avez θ quelque part, là, vous voyez les nombres, c'est des nombres entre 0 et 1. Alors, ici, je vais appliquer cette instruction. Alors, if else, c'est une instruction qui est vectorisable. Ça veut dire que if else, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à un vecteur. La plupart des instructions R, vous pouvez les appliquer à un vecteur. Genre, si vous créez la fonction carré, vous appliquez cette fonction à un vecteur, vous avez le vecteur des carrés des éléments. Voilà. Donc, vous pouvez quasiment toujours en R appliquer une fonction à un vecteur. Sauf si, donc il y a une instruction qui n'est pas vectorisée, c'est if. C'est-à-dire que si vous créez une fonction qui dit, voilà, cette fonction, si x est inférieur à ça, elle vaut tant, si x est supérieur à ça, elle vaut tant, donc une fonction par morceau. Et après, vous décidez, vous l'appelez f, et vous appliquez f de u, où u est un vecteur, c'est-à-dire un vecteur de R, là. Ça ne marchera pas, il ne comprend pas. Il ne peut pas appliquer un vecteur. Donc, par contre, il y a if-else qui est vectorisé. Donc, if-else, elle fait quoi? Eh bien, if-else, elle regarde si θ est inférieur à p. Si oui, elle renvoie A, sinon elle renvoie B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que elle va prendre le premier élément de θ, donc 0,763. Est-ce qu'il est inférieur à P? Alors, j'ai mis 0,2 pour P, donc non. Donc, on ne prend pas la valeur de A, donc on prend en premier élément du vecteur combinaison
la valeur de B. Alors on peut vérifier ça. Donc combinaison. Ah oui, ben, je n'ai pas encore exécuté. Donc je l'exécute. Donc combinaison, sa première valeur, c'est celle de B. Oui. Alors regardons s'il y a une valeur de θ qui apparaît qui est plus petite que 0,2, celle-ci. Donc 1, 2, 3, la quatrième. La quatrième valeur de θ est plus petite que P. Donc allons voir ici, en combinaison, 1, 2, 3, 4. Ah ben effectivement, la quatrième valeur de combinaison, c'est celle de A. Voilà, donc ça, c'est vraiment fabuleux pour répartir eh bien, deux distributions avec un pourcentage donné. Alors maintenant qu'on a fait ça, on affiche le head, donc on vient d'en parler du head, hein, il est là, on vient de le voir. Et maintenant, on fait son ist, et on voit que ça ressemble vaguement à ce qu'on a tout à l'heure. Alors la question, c'est moi j'ai mis 0,2, et avec 0,2, ça marche quand même assez bien. Pourquoi 0,2? Donc ça, c'est la question suivante de l'énoncé, c'est que, en fait, on va tracer pour plusieurs valeurs de P. Alors, du coup, ici, il y avait écrit P02, là, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, je prends un vecteur couleur, donc Rainbow 9. Rainbow 9, ça veut dire que ça va prendre 9 couleurs différentes de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, voilà, donc c'est pas mal, Rainbow, c'est joli. Et donc, je réimporte le fichier, je reprends son vecteur X, et je retrace l'histogramme en jaune. Voilà. Et alors maintenant, je prends des valeurs de P suivant ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, je prends le vecteur 0,10. Donc 0,10 en R, c'est un vecteur à 11 éléments hein, qui contient 0, 1, 2 jusqu'à 9, 10. Voilà. Et je le divise par 10, ça veut dire que j'applique la division par 10 à chaque élément du vecteur. Donc plist, eh bien, vous le voyez là, il contient 0 sur 10, c'est-à-dire 0, 1 sur 10. Là. Et donc maintenant, je vais faire une boucle. Donc c'est assez rare de faire une boucle en R. Et on va voir ce qui se passe avec cette boucle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Pour chaque élément de P, donc j'affiche P quelque part. Voilà. Donc je reprends mes répartitions A et B, si vous voulez, aléatoires. Ensuite, je crée mon vecteur uniforme ici, comme on l'a dit tout à l'heure, je réapplique ma fonction comb, la densité, et là je vais tracer. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais prendre une distribution uniforme avec 50 et l'autre avec 100. Je vais les combiner par un pourcentage qui va commencer à P égale 0, puis 0,1, puis 0,2, donc on va retrouver tout à l'heure 0,2, etc. Et puis je vais le tracer. On voyons ce que ça donne. Alors pardon, j'ai exécuté le code à partir de la ligne 24, donc je ne connaissais pas I. Donc je recommence. 23, je définis I qui est 0, qui apparaît là. Je trace ça. Et donc j'ai toutes mes lines, c'est-à-dire toutes mes densités de ces combinaisons-là. Et je vois que alors, pour bien y voir, j'ai mis la légende. Et ce qui est très intéressant avec ce rainbow là de tout à l'heure, c'est que ici, quand je trace line, donc là je rappelle, ça vient de tracer une fonction, donc ici, dense, ça permet de tracer la courbe de dense, la densité, et je mets couleur de i à chaque fois. Donc je commence pour i égale 0 jusqu'à la fin, quoi, et donc couleur de i. Et donc après, et ben ici, col égale couleur, ça veut dire qu'il me donne la légende en fonction de ce que je veux. Et donc là, je mets le vecteur de la légende et là, le vecteur des couleurs. Donc, je vois que c'est rouge, orange, vert clair et encore vert clair plus sombre. Rouge, orange, vert clair et vert clair plus sombre, pardon, du vocabulaire pictural. Donc, 0,02, quoi. C'est celui-là, 0,2. Et donc, c'est comme ça que j'ai déterminé que P vaut 0,2. Voilà. Et donc, maintenant, je vais tout retracer une dernière fois. Ist, tac. Je reprends ma répartition, je reprends l'histogramme et je trace. Et j'ai réussi à tracer la courbe. Alors une courbe aléatoire, hein, puisque je me suis basé sur une répartition fictive correspondant à ça. Donc c'est comme ça que j'ai construit l'énoncé de tout à l'heure.